Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis très honoré et très fier d'avoir la lourde responsabilité de prononcer la conclusion de ce colloque. Donc je remercie beaucoup Patrick Kessel. En vous entendant, j'ai préparé une intervention écrite. Enfin, je pense que je vais essayer de m'en détacher le plus possible parce que, au vu des échanges auxquels j'ai assisté, et sans doute aussi de ceux de la matinée, il y a une chose dont je suis à peu près certain, c'est que je ne parle pas devant un public que j'aurais besoin de convaincre de certaines choses, ni nécessairement non plus avec qui je devrais faire œuvre de pédagogie pour expliquer un certain nombre de concepts ou d'idées ou certains acteurs du champ de bataille actuel. Je n'ai pas besoin, par exemple, d'expliquer très longuement ce que c'est que le Parti des indigènes de la République ou autre chose de ce genre. Donc ça va me faire gagner du temps et je vais probablement essayer peut-être d'en venir à, non pas à ce pourquoi nous devons lutter, parce que ça je pense que c'est quelque chose que nous partageons, mais peut-être de réfléchir ensemble à la manière de le faire. Et puis, je suis comme Nadia Alfani quand sur certains sujets, je pense qu'il faut commencer par parler de soi, parce que la question des femmes et de la place des femmes dans la société et dans l'espace public, c'est pas pour moi une question technique du tout. Ça a quelque chose à voir avec des engagements bien plus profonds et aussi avec forcément une dimension personnelle. À la fois ce qu'on peut observer au quotidien dans ma vie professionnelle, depuis le début de celle-ci, mais aussi certainement des choses plus personnelles et forcément plus intimes. Et il en va de la question des femmes comme il en va de la question de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. En fin de compte, j'aurai l'occasion de faire beaucoup d'analogies entre les deux, parce que pour moi c'est une évidence. Mais sur mon métier, sur ma mission, très souvent j'ai des critiques qui me sont adressées, manquez à votre devoir de réserve, vous êtes trop engagé, vous êtes partisan, etc. Mais quelle drôle d'idée, comment on fait pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme sans être engagé? C'est quoi la neutralité dans cette affaire? La neutralité, c'est de ne pas être de mauvaise foi, c'est de respecter tous les points de vue. Mais la neutralité, c'est certainement pas d'être tout à fait dépourvu d'avis, de manquer de principe, de ne pas avoir de valeur. Non, ceux qui veulent que je sois neutre, en réalité, ce sont ceux qui veulent que je sois neutralisé, ce qui n'est pas pareil. Et il en va ainsi, je pense, d'une façon un peu plus large pour la défense des principes républicains. Ceux qui exhortent l'État à être neutre, tout particulièrement s'agissant de la laïcité, voudraient que l'État n'intervienne jamais, ne rappelle jamais ce que sont les principes de la République, alors même que c'est sa principale raison d'être, que de faire respecter la loi, et plus encore d'ailleurs, parce que tout n'est pas dans la loi, de faire vivre un certain nombre de principes de vie collective. Et donc, comme je suis très mal élevé, je commence par moi, et par vous dire que j'ai la chance d'appartenir à une génération pour laquelle l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est une évidence. Alors, quand je dis que c'est une évidence, j'attends des réactions, je les attends, ça a mis un peu de temps à venir, mais ça vient pas, heureusement. C'est juste pour tester votre vigilance. Donc quand je dis que c'est une évidence, c'est-à-dire que c'est une évidence dans les principes, c'est bien évidemment pas une évidence dans les faits, ni dans la réalité. Et cette évidence, c'est justement d'être profondément insatisfait que ça ne soit pas encore une réalité dans les faits. C'est de considérer qu'au sens propre du terme, il est assez scandaleux que l'égalité entre les femmes et les hommes ne soit pas encore effectivement assurée et garantie. C'est quelque chose de l'ordre de l'inacceptable et du scandale. Voilà ce qu'il y a de nouveau, je pense, pour ma génération. Et s'il en est ainsi, c'est parce que la génération qui l'a précédée a fait œuvre utile. Et ça, je tiens à le rappeler. Moi, je suis un fils de la génération 68. Et si je le dis, c'est que normalement, je devrais m'en inquiéter. Enfin, si je lis un certain nombre de discours en vogue chez des éditorialistes connus, même des discours politiques tenus par des responsables de haut rang, tous les malheurs de la France, la datation carbone 14 de son déclin, c'est 68. Alors, pour moi, qui suis en plus un fils de famille monoparentale élevé dans une éducation lacanienne de stricte obédience, j'avais quand même toutes les chances de mon côté pour finir comme un délinquant multirécidiviste, ou en tout cas un pervers polymorphe. Mais en tout cas,
quelqu'un qui devait nécessairement sombrer dans l'irresponsabilité, dans la licence et dans quelque chose qui forcément n'incarne pas la loi, l'ordre, les principes, les traditions et tout ce qui ferait le socle dans la République. Bon, alors, on va dire qu'au minimum je donne le change, mais que la prédiction ne s'est pas tout à fait avérée exacte. Et si je revendique, mais un peu plus sérieusement maintenant, cet héritage de 68, c'est que je crois qu'en effet il faut l'assumer, parce que de là date une prise de conscience, de là date un mouvement d'émancipation, de libération, qui a porté haut un certain nombre de principes. Je pense que sans 68, il n'y a pas la loi Veil, il n'y a pas Françoise Giraud à la condition féminine, il n'y a pas le planning familial, il n'y a pas, de loin en loin, toute une série de progrès, l'arrivée des femmes dans la vie politique. Je parle sous une représentation qui dit que nous avons quand même fait quelques progrès. Mais il n'y a pas le légal accès des hommes et des femmes aux fonctions politiques, ni non plus à un certain nombre d'emplois. Alors aujourd'hui, quand même, malgré tout, tout n'est pas parfait, mais moi je m'honore d'appartenir à un ordre professionnel, celui des préfets, du corps préfectoral, où lorsque je suis né, il n'y avait pas de femmes dans le corps préfectoral, il n'y en avait pas du tout. La première sous-préfète, c'est 1974. La première préfète, c'est 1982. Et j'ai eu il y a quelques années une patronne au ministère de l'Intérieur qui s'appelait Bernadette Malgord et qui avait coutume de dire, à propos du ministère de l'Intérieur qu'elle connaissait bien, dont elle dirigeait l'administration, j'étais l'un de ses sous-directeurs, elle disait « les murs suintent le machisme ». Et bien c'est vrai. C'était vrai, c'était donc un effort tout à fait considérable que de commencer à retirer les couches tout doucement. Mais quand c'est là depuis longtemps, il faut gratter très fort, ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps même, mais progressivement le pli est pris, et si aujourd'hui il reste encore énormément de progrès à faire, je ne parle pas seulement du ministère de l'Intérieur, mais je parle de la place des femmes dans la vie publique, je parle de l'accès à certaines professions, je parle de la répartition équitable des tâches domestiques et de la vie familiale, et de beaucoup d'autres sujets sur lesquels je ne vais pas m'étendre, eh bien, même s'il reste encore énormément à faire, on sait que le pli est pris et que d'une certaine façon, quelque chose a été rompu dans l'ordre des générations d'une invariance du patriarcat. Voilà en quoi je dis que ma génération a sans doute marqué une rupture grâce à ce que la génération précédente a engagé. Mais aujourd'hui, je dois dire qu'il y a beaucoup de choses encore à faire progresser, à faire avancer, mais ce ne sont pas tellement les droits nouveaux qui, à mon avis, sont le sujet des batailles les plus fortes, ce sont au contraire les droits les plus anciens, les acquis les plus fondamentaux, les premiers, les tout premiers. Et si longtemps le féminisme a été une affaire d'avant-garde, intellectuelle, politique, idéologique, culturelle, aujourd'hui c'est la base même des droits des femmes qui est fragilisée. C'est pas la pointe qui s'émousse, c'est aujourd'hui la base qui s'effrite. Et si c'est le cas, et je crois comprendre qu'il en a été abondamment question tout au long de ce colloque, si c'est le cas, c'est parce que les droits des femmes sont menacés, comme sont menacés beaucoup d'autres droits, par la percée des mouvements identitaires. Et cette menace identitaire aujourd'hui, c'est celle qui prétend contrebattre l'ordre démocratique au nom d'une tradition particulière ou d'une loi extérieure et supérieure qui s'imposerait dans le droit ou en tout cas dans les faits sur la loi issue de la volonté générale. Elle est multiple cette menace identitaire, d'abord parce qu'elle est à la fois inséparablement politique et religieuse, ça a été dit, mais aussi parce qu'elle opère du côté où on l'attend, c'est-à-dire du côté de l'extrême droite, et l'extrême droite se renouvelle, mais en même temps elle n'a pas changé. Elle est toujours contre les droits des femmes, elle est toujours contre la liberté du corps féminin, elle est toujours contre le planning familial. Entendez les dernières déclarations à ce sujet de la plus jeune des héritières Le Pen. Donc
l'extrême droite ne change pas, et je crois qu'il faut être très attentif aux déclarations, il faut être très attentif aux mouvements d'opinion, très attentif aussi à la manière très subtile qu'a le Front National de défendre aujourd'hui le mode de vie occidental, ou le mode de vie français, en reprenant peu ou prou ce qu'ont déjà testé avec succès les mouvements d'extrême droite populistes du nord de l'Europe au début des années 2000. Mais en réalité, ce qu'il y a derrière le discours de la droite identitaire, donc certains polémistes, c'est une société dans laquelle les femmes sont en réalité reléguées et ravalées à leur infériorité historique, quand ce n'est pas à une fonction essentiellement domestique et biologique. Donc ça existe toujours. Mais c'est une face seulement d'ananas identitaire. L'autre face, c'est la régression religieuse, ou plutôt politico-religieuse. Là, on va parler, en mettre les pieds dans le plat, on ne parle pas de l'islam. Ou alors, du moins, on ne parle pas plus de l'islam que des autres religions. Religions monothéistes qui ont toutes quelque chose à voir avec l'ordre patriarcal éternel et avec une certaine forme de censure exercée sur la liberté des femmes. Mais pas moins l'islam que les autres, mais pas plus non plus. Quand on voit la répression qui peut être exercée sur les droits fondamentaux des femmes dans des pays de tradition orthodoxe, par exemple, quand on voit les interdits sexuels qui peuvent prévaloir chez les ultra-orthodoxes juifs, par exemple, ou qu'on voit, encore une fois, les interdits portés sur la contraception de par l'Église catholique, on se dit que ces formes de régression sont la chose la mieux partagée des monothéistes. Mais c'est quand même pas encore de cela dont il est totalement question ici. Non, c'est bien de cette forme particulière qui est... Alors, je ne vais pas faire là de dégagement sur le choix des mots, soit l'islamisme, soit l'islam politique, mais si on a des doutes sur les mots, en tout cas sur la chose, on n'a pas de doute, on sait bien ce dont on parle là. Et pourquoi au fond, le danger aujourd'hui est si grand? Parce que ces idéologies, ces forces identitaires sont extraordinairement séduisantes et efficaces. Et je vais vous dire que je trouve que notre problème à nous, c'est que nous manquons encore terriblement d'efficacité pour contrer ces discours-là. Il faut avoir le courage et la lucidité de se le dire. On ne sait pas encore bien s'y prendre. D'abord, pour une raison très simple, c'est qu'on a beaucoup tardé, pas on, pas nous, pas vous, pas nous ici, mais on collectivement, la société française, les sociétés occidentales, avons considérablement tardé à mesurer le danger et à voir ce dont il était question. Pour beaucoup de bonnes et de moins bonnes raisons. Et enfin, toujours est-il que c'est le cas. On n'a pas voulu voir la progression de ces idéologies d'inspiration religieuse, d'une part. Et d'autre part, on n'a pas voulu voir, et c'est plus embêtant encore de mon point de vue, à quel point, je le disais, elles étaient efficaces. Et on n'en saisit pas toujours la subtilité et le pouvoir d'attraction. Parce que nous, on parle de régression, on parle d'infériorisation, on parle d'exclusion. Mais que disent les islamistes? Ou que disent tous les idiots utiles qui les soutiennent ou qui les excusent? Et ils sont nombreux. Très nombreux. Eh bien, ils parlent de liberté, ils parlent d'affirmation de soi, ils parlent de distinction. Ils parlent de liberté de choix. Alors nous parlons d'égalité et ils protestent contre les discriminations. Des discriminations, il y en a. Contre une conception bourgeoise et formelle des droits des femmes. Oui, c'est une vieille critique, mais qu'ils savent reprendre à leur compte de manière très efficace. Nous parlons d'obscurantisme, mais eux, ce qu'ils véhiculent et ce qu'ils valorisent, c'est une image moderne. Une image valorisante. La mode pudique. Mais pudique et colorée. Pudique et élégante. Pudique et hijabista. Vous connaissez ce mot? Non? La hijabista, c'est la fusion du hijab et de fashionista. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui réjouirait énormément Guy Debord s'il était encore de ce monde. C'est le spectaculaire diffus dans lequel le religieux fait un retour triomphant. Et donc c'est quelque chose qui s'accommode merveilleusement bien avec les valeurs du libéralisme dans ce qu'il a de plus marchand, de plus mercantile, de plus lié à la surface et aux apparences des choses. Mais
on pose cette question éternellement, et à mon avis, on ne la pose pas toujours comme il faudrait. Comment se fait-il donc que celles-là même, qui sont les victimes de l'aliénation, que représentent ces vêtements, ces uniformes, en soient les défenseurs les plus ardentes? Comment ça se fait? Alors, il a été, on a beaucoup fait référence, et je crois qu'on n'a pas tort, à la servitude volontaire, à la Boétie. Mais moi, je voudrais vous citer Montesquieu à ce sujet, parce qu'à mon avis, Montesquieu a très très précisément pointé le problème. Quand il parle des moines, je le cite donc, dans l'Esprit des lois, « Pourquoi les moines aiment-ils tant leur ordre? C'est justement par l'endroit qui fait qu'il leur est insupportable. Leurs règles les privent de toutes les choses sur lesquelles les passions ordinaires s'appuient. Reste donc cette passion pour la règle même qui les afflige. Plus elle est austère, c'est-à-dire plus elle retranche de leur penchant, plus elle donne de force à ceux qu'elle leur laisse. » Voilà ce que dit Montesquieu. Je trouve que c'est une remarquable anthropologie de l'adhésion à des valeurs rigoristes. Voilà une des raisons pour lesquelles l'islamisme est si efficace quand il promeut des règles, des discours ou des pratiques de régression. Il y en a une autre, et elle est toute simple. C'est que être une militante du voile, il ne faudrait pas dire le voile, je sais bien, mais allons vite, une militante du voile, c'est une manière de se distinguer. C'est un rôle, c'est un statut. Et ce statut-là, quand on n'en a pas d'autres à portée de la main, et là ça nous renvoie aux faiblesses également qui sont les nôtres, hein, celles d'une démocratie qui n'arrive pas suffisamment à donner leur place à un certain nombre de nos concitoyens et de nos concitoyennes. Eh bien, ce rôle-là, ce statut-là, il est valorisant. Il a une fonction sociale et une fonction symbolique très forte. Donc, ils arrivent à avoir des militantes et à les mettre en avant. Et pour précisément faire échec à notre discours universaliste. À telle enseigne d'ailleurs que le droit des femmes, le féminisme islamique, est devenu l'un des argumentaires principaux des courants islamistes français. J'ai sur mon bureau un rapport que m'a transmis Laurence Rossignol, rapport avec lequel nous aurons affaire dans quelques temps devant le Comité des droits de l'homme et la Commission spécialisée droits des femmes de l'ONU, un rapport rédigé par le CCIF. Là non plus, je n'ai pas besoin de préciser, tout le monde est au courant. Bon. Eh bien, ce rapport dit quoi? Il dit que les droits des femmes sont bafoués en France, principalement à l'encontre des femmes musulmanes, c'est-à-dire que la principale menace contre les femmes en général, c'est l'islamophobie en France. Dans la mesure où, il dit dans ce rapport, dans des statistiques totalement invérifiées parce que totalement invérifiables, et en grande partie fabriquées, que les femmes musulmanes porteuses de voile sont les premières victimes des violences racistes en France. Ce qui n'est pas vrai dans les faits, mais voilà quel est l'argumentaire. Et c'est ainsi donc que la République elle-même se retrouve sur le reculoir et que les principes mêmes par lesquels nous entendons défendre la République sont ceux-là même qui sont instrumentalisés contre nous. Voilà donc ce qui est, je crois, extrêmement performant et efficace dans ce discours-là, et il faut savoir le déconstruire, le démonter, mais en se disant bien que s'il trouve autant d'audience chez une partie des jeunes de ce pays, c'est qu'il est redoutablement bien rodé et bien construit. C'est ça la réalité des choses. Alors que faut-il faire? D'abord, je voudrais dire qu'une fois encore, il faut bien comprendre que tous les sujets se tiennent. Lorsque je lutte contre le racisme et l'antisémitisme, je me retrouve face aux mêmes adversaires que ceux qui s'en prennent aux droits des femmes. Ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes qui s'en prennent aux droits des homosexuels. Et on parlait tout à l'heure de triangle de la haine, si j'ai bien compris. Homophobie, antisémitisme, sexisme. En fait, c'est un polygone. Parce qu'il faudrait parler aussi des formations. Il faudrait parler aussi des valeurs de la République. Qu'est-ce que c'était que ce nouveau moment antisémite dont a parlé Pierre Birnbaum à propos de la manifestation jour de colère du 26 janvier 2014? Eh bien, c'est ça. C'est une espèce de coalition improbable à première vue, mais qui s'est pourtant réalisée de cristallisation de toutes les formes de haine contre toutes les valeurs auxquelles nous tenons. Et cela même au nom d'une soi-disant révolte populaire.
cela même au nom de la liberté. C'est donc la perversion même de nos valeurs qui agit désormais contre nous. Voilà le type de menace auquel nous faisons face. Alors moi, je n'ai pas de solution miracle, mais déjà, reconnaissons à qui nous avons affaire, nommons les choses précisément, et puis peut-être 4 idées. D'abord, de façon évidente, ça me paraît à vous évident, mais dans le débat public, ça ne l'est pas. Il faut briser un certain nombre de tabous. Il faut parler de cet islam politique, mais il faut parler aussi d'une extrême droite qui s'avance sous un visage dit apaisé, et qui n'a d'apaisé que l'apparence des choses. Et il faut avoir donc le courage de dire qu'aujourd'hui, ceux qui se prétendent des modérés sont en réalité des gens qui nous expliquent que 2 et 2 font 5, et qui disent, nous sommes modérés évidemment, puisque nous combattons ces fous furieux qui disent que 2 et 2 font 6. Ça, c'est ce que disait George Orwell pour expliquer comment une mécanique totalitaire non pas se mettait en place, mais se faisait accepter. C'est exactement ce à quoi nous sommes en train d'assister. Ensuite, et je le disais au début, je crois qu'il faut assumer le fait d'avoir des valeurs. On a perdu le fil de cette idée très simple qu'il fallait se battre dans une démocratie, se battre pour des valeurs. Ne pas attendre que la loi règle tout. Ne pas attendre que les principes de la République soient respectés partout, tout le temps, en toutes circonstances. Et ne pas s'en tenir à une espèce de posture d'ataraxie, pour employer un mot savant, ou de neutralité des valeurs. Non, surtout quand ces valeurs-là sont menacées. Il n'y a pas d'équivalence entre les démocrates et les identitaires. Et il faut aussi assumer, d'ailleurs, que dans ce débat-là, on peut se faire accuser de tout un tas de choses. Par exemple, en ce qui me concerne, je suis un grand familier des insultes. Récemment, on a comparé à Pol Pot, c'est absolument charmant. Mais il faut aussi assumer de pouvoir être traité de raciste quand on est antiraciste, d'islamophobe quand on protège les musulmans. Et évidemment que la République protège les musulmans parce qu'elle protège tous les citoyens, quels qu'ils soient, quelle que soit leur confession. Donc, il faut défendre ces valeurs et ne pas avoir peur du débat. Au contraire, le débat, il faut y aller. Troisièmement, il faut faire nombre. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé dès le début de ma mission, et malgré le 11 janvier, c'est à quel point les défenseurs sincères de la laïcité, des valeurs républicaines, des droits des femmes, des droits des minorités, à quel point ils étaient et se sentaient isolés. Et d'ailleurs, là aussi, les identitaires s'emploient à attaquer de manière isolée, les uns après les autres, les défenseurs sincères de la République. Et là aussi, c'est une tactique très bien mise au point de leur part. Et puis, dernière chose, mais c'est tout simple et c'est tout à fait évident, et pourtant, il ne s'agit pas de le dire, il faut le faire. Il faut occuper le terrain. Et occuper le terrain, c'est d'abord être présent dans le débat public, un débat comme celui-ci, mais partout, dans les médias, dans les mouvements d'opinion, lorsqu'il y a des manifestations, mais aussi occuper le terrain au quotidien. Moi, je suis très meurtri de voir qu'aujourd'hui, c'était encore pas le cas il y a 4 ou 5 ans, près d'un tiers des fonctionnaires, si on en croit les sondages, des agents publics en général, sont prêts à voter pour le Front National. J'ai la conviction intime que parmi ces nouveaux électeurs, car ce sont des nouveaux électeurs, qui sont plutôt, pour le coup, des gens bien intégrés, plutôt diplômés, donc on ne va pas reprendre les explications habituelles et parfaitement insuffisantes de l'absence de connaissances, du manque d'intégration, du défaut d'intégration, du ressentiment contre l'ordre social. Non, c'est autre chose qui se joue là. Ce sont des gens qui sont à l'intérieur du système, qui ne sont pas particulièrement exposés sur le plan socio-économique, et qui pour autant sont prêts à donner leur voix à l'extrême droite. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, ce que ça veut dire, c'est qu'ils se sentent lâchés. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de républicains sincères qui sont des gens de terrain, qui sont en première ligne de la République. Des pompiers, des agents hospitaliers, des délégués syndicaux dans l'entreprise, des machinistes dans les transports, qui se disent je suis tout seul, j'ai personne derrière moi pour me soutenir. C'est là qu'il faut faire nombre, c'est là qu'il faut montrer la présence. Et moi qui suis, de ce point de vue-là, un ardent défenseur des services publics, je crois que c'est aussi
là que ça se joue, de redonner corps et chair aux valeurs de la République. Et donner corps et chair aux valeurs de la République, ça veut dire tout aussi bien lutter contre les préjugés racistes, défendre les droits des femmes, défendre les valeurs de la République et bien sûr protéger la laïcité. Mais je savais bien qu'en vous disant tout ça, vous seriez convaincus d'avance. Ce qu'il faut maintenant, c'est que nous trouvions la force, ensemble, collectivement, d'aller porter cette parole partout. Merci.